C'est la guerre! Eh ben non, même pas. Assez étrangement, je n'ai froissé personne avec mon retour sur la trilogie originale Star Wars, c'est assez rare pour être signalé. Ça risque de changer d'ici quelques secondes. J'adore la prélogie Star Wars. Je dois même avouer que je crois que je la préfère aux 3 premiers films. J'ignore si c'est la satisfaction basique du fan d'effets spéciaux que je suis, ou si c'est le fait que Lucas soit un peu moins rigide dans sa réalisation, ou même si c'est le fait que je n'ai pas découvert Star Wars quand j'étais enfant, et que donc je ne suis pas aussi attaché que la plupart d'entre vous. J'ai dû découvrir la saga à peu près quand l'épisode 1 est sorti au cinéma, à l'âge de 11 ans, et j'avais déjà eu mes amours de science-fiction, de space opéra et de fantasy avec des films globalement bien plus sombres, ou à la légèreté bien plus assumée, et donc même si j'aime beaucoup les films, ils n'ont jamais rien eu de sacré pour moi, ce qui m'a permis d'aborder cette nouvelle trilogie selon un angle bien moins biaisé que celui des puristes. Maintenant que j'ai bien parlé de ma vie personnelle, entrons dans le vif du sujet. La prélogie est-elle si mauvaise que cela, et la faute incombe-t-elle à Lucas? Avant cela, petit passage obligatoire sur les versions des films de la prélogie. Et c'est uniquement l'épisode 1 qui nous intéressera ici. À sa sortie, il faisait partie des premiers films en DVD. Pensez donc qu'il était même une des dernières sorties en laserdisc. Ah oui, vous ignorez probablement ce qu'est un laserdisc. Monsieur 3D ? Oui, mon Dudu. Peux-tu montrer à ces personnes ce qu'est un laserdisc, s'il te plaît ? Le Laserdisc, ancêtre du DVD, commercialisé entre 1978 et 1998. Le seul souci, c'est que la cassette vidéo a conservé sa suprématie jusqu'à l'arrivée du DVD, le prix n'étant pas vraiment attractif au grand public. Pour autant, il y avait de nombreux avantages. Sur la fin de sa vie, on avait une qualité audio et visuelle quasiment identique à celle d'un DVD, et on pouvait mettre jusqu'à 4 pistes de sous-titres dessus. Le seul souci, c'est que c'était constitué d'un disque énorme avec 2 faces qui ne pouvaient contenir qu'entre 30 et 60 minutes de vidéo, ce qui explique le prix exorbitant d'un lecteur LD, puisqu'il devait pouvoir lire les 2 faces du disque. En plus... Merci, ça suffira. L'image utilisée pour faire le DVD provenait de ce même laserdisc et présentait de nombreux problèmes. L'image avait été rognée sur les bords, le tout baigné dans un flou et un grain dégueulasse, impossible de vraiment profiter des effets spéciaux, ce qui au passage permettait de cacher certains défauts. L'édition Blu-ray a restauré le cadre d'origine, offert une image de bien meilleure qualité, mais surtout, loué soit le Seigneur, a enfin poutré cette marionnette dégueulasse hors de la saga. Je veux bien qu'on soit nostalgique du travail de Frank Oz sur la saga originale, mais soyons honnêtes, cette version est ignoble. Non seulement les proportions ne sont pas du tout les bonnes, mais en plus l'animation est innommable et ses grands yeux ouverts donnent l'impression qu'il est complètement shooté. Peut-être à cause de l'anesthésion qu'on lui a donnée pour lui faire son lifting, ce qui expliquerait qu'il soit désormais totalement dénué d'expression faciale. Non, définitivement cette marionnette était un scandale et de toutes les modifications apportées à la saga depuis ses débuts, c'est celle-ci qui montre le mieux que oui, ça vaut le coup que Lucas corrige ses erreurs. Et comme c'est la dernière fois que je vais en parler, je vais conclure ici mon avis sur les rééditions. Lucas peut faire ce qu'il veut, une œuvre appartient à l'artiste, pas au public. Cela étant dit, sans le public, pas de succès et donc pas de moyen de financer ces changements. Pour cette raison, et surtout quand on sait ce que l'on peut faire avec un support comme le Blu-ray, laisser aux gens la possibilité d'avoir toutes les versions sur un seul disque serait le minimum à demander. Ainsi, tout le monde serait content. Maintenant qu'on a parlé des modifications, parlons des films. Il est amusant de constater que la prélogie souffre précisément de ce que j'essaie de combattre avec le cinéma de Durandal, cette espèce d'accord global qu'il y a eu il y a quelques années pour dire que les épisodes de la prélogie étaient forcément nuls, l'épisode 1 en particulier. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas à ce point, et surtout ne l'était pas à la sortie des films. En effet, à leur sortie, les gens étaient loin d'être aussi catégoriques. Oui, certes, on trouvait qu'il y avait des problèmes, mais on ne disait pas l'épisode 1 c'est une merde. On disait il est cool l'épisode 1, mais qu'est-ce qu'il est chiant Jar Jar. Alors parlons de Jar Jar. Il en prend plein la gueule depuis qu'il a débarqué dans la saga. On ne supporte pas qu'il soit con, qu'il ait une voix haut perché, son accent lorsqu'il parle, etc., etc., etc. Mais les gens qui disent ça ont-ils vraiment regardé le film? The ability to speak does not make you intelligent. I find that Jar Jar creature to be a little odd. This is your humble servant. That won't be necessary. Don't do that again. C'est le principe du personnage que d'être irritant. Il est créé pour être un con. Créé pour être un personnage antipathique. Les protagonistes le détestent, autant que le peuvent des Jedi bien sûr, et tout le monde sait pertinemment que c'est un idiot. Lisa, Your Highness? Pour faire simple, Jar Jar Binks, c'est un comic relief, une sorte de remplaçant pour C3PO, qui est presque absent du film et occupait cette fonction dans la trilogie originale. Là où le bas blesse, c'est que ce n'est pas un comic relief réussi, mais un comic relief un peu lourd, et surtout victime malgré lui d'au moins 2 blagues de cacaproute. À noter que Lucas, ayant bien reçu les revendications des spectateurs, il a été décidé de faire de Binks la raison de la chute de la République, puisque c'est à lui que revient le rôle de soumettre au Sénat la proposition de voter les pleins pouvoirs à Palpatine. C'est surtout un comic relief pensé d'abord pour le jeune public, plus concerné par ce film que par n'importe quel autre de la trilogie,
puisque Anakin Skywalker y apparaît à l'âge de 8 ans, et les enfants vont donc plus facilement se projeter dans l'univers du film. Et en ce qui me concerne, je préfère largement un Jar Jar Binks un peu lourd, mais franchement pas au point d'être insupportable, contrairement au LJ de Resident Evil Apocalypse par exemple, à ces saloperies d'Ewoks. Je sais que la plupart d'entre vous les adorent, mais dans le genre comic relief créé pour le jeune public et exaspérant, mes limites sont atteintes beaucoup plus rapidement avec ces foutus produits dérivés sur pattes qu'avec Jar Jar. Je veux dire, au moins avec Jar Jar, on ne met pas directement la peluche devant la caméra. Après tout, franchement, Jar Jar Binks n'est que ce qu'il doit être, et les réactions d'exaspération qu'il provoque chez le public sont voulues. Dans cette grande saga qu'est Star Wars, il est finalement petit, tout petit, minuscule, microscopique, aussi petit que des midi-chloriens. Oh, cette transition de ouf! Encore une chose qui a énervé les gens pour rien. Il semblerait que l'explication des midi-chloriens ait été très mal reçue par les fans, jugeant que la force devait rester quelque chose de spirituel, et que cet élément rendait cela trop scientifique. En ce qui me concerne, je n'avais même pas relevé la chose. Ce n'est qu'une unité de mesure de la force chez un Jedi. Il ne faut pas voir ça comme « j'ai plein de midi-chloriens donc je vais forcément devenir un Jedi », mais plus comme une transcription physique de la présence de la force. Pour savoir si un virus est présent dans un organisme, on vérifie dans le sang la présence d'anticorps de défense immunitaire. Vérifier le taux de midi-chloriens, c'est vérifier à quel point une personne ressent la force. Je ne sais pas, pour moi une religion, ou plutôt un ordre, dont les croyances vont bien au-delà de croyances, mais sont clairement un savoir, aux effets visibles aux yeux de tous et que l'on peut entraîner, ça ne me paraît pas du tout incohérent que cela soit mesurable scientifiquement, ni être une insulte aux bases de la saga. Sachant qu'il semblerait que l'idée ait déjà été présente dans les scripts de la trilogie originale, est-ce que franchement la saga vous aurait moins marqué si la force avait été mesurable dans les épisodes 4, 5 et 6 ? Je comprends l'effet de surprise, l'interrogation face à quelque chose qu'aucun des films précédents n'avait dit, mais franchement pas de quoi s'énerver. Attaquons maintenant le gros du dossier avec le traitement apporté par Lucas au personnage central de la prélogie, Anakin Skywalker. Comme toutes les prélogies, le but de cette saga est de revenir sur le passé d'un personnage marquant. Et comme toujours, ce qu'on découvre sur ses origines est extrêmement décevant comparé à ce qu'on avait imaginé et à ce que les autres films en disaient. Dark Vador était un gamin pleurnichard, un ado boutonneux qui aimait beaucoup sa maman et un jeune adulte dont la chute a été provoquée par l'amour. Scandale! Sauf que non. Cette prélogie n'est pas comme les autres. Pourquoi ? D'une, parce qu'elle était prévue dès le départ, du moins les grandes lignes, et d'autre part, parce que ce que l'on sait du passé de Vador est totalement cohérent et n'a rien d'insultant. Qu'est-ce que l'on sait de Vador dans la trilogie originale ? Qu'il a eu 2 enfants, que sa femme est morte, et qu'il était à l'origine un Jedi. Le reste n'est que logique. Si c'est un Jedi qui est passé du côté obscur, c'est forcément que c'était un Jedi fragile, dont les sentiments pouvaient facilement prendre le dessus. Et pas uniquement la colère ou la violence, mais aussi l'amour ou l'attachement, puisqu'il a eu une compagne et des enfants. Il est donc logique qu'il ait des émotions à fleur de peau. Qu'il ait été un Jedi implique qu'il parvenait à contrôler ses émotions, et que pour glisser du côté obscur, il fallait que ses émotions soient extrêmement fortes. La perte de sa mère explique à la fois sa fragilité en tant que Jedi, mais aussi que la peur de perdre à nouveau un être cher, sa femme, serait assez forte pour qu'il saute le pas. Et pour consolider tout ça, qu'il ait connu sa mère pendant longtemps était nécessaire pour qu'il y soit attaché et bouleversé par sa mort. J'ignore vraiment ce que vous aviez d'autre en tête. C'est un Jedi devenu Sith, vous vous attendiez à quoi ? À ce qu'il inspire la classe à peine mis dans le berceau ? À un gosse sans émotion dans le genre singe savant ? Bien sûr, on est toujours déçu que les grands ennemis n'aient pas chié des étrons de matière maléfique depuis leur plus tendre enfance, mais c'est oublier que le plus effrayant chez les monstres, c'est que ce sont d'abord des humains. Mais je sais ce que vous allez me dire, le problème d'Anakin Skywalker, ce n'est pas uniquement son histoire, c'est aussi ses interprètes. Voyons donc comment chacun s'en sort. Je vous accorderai une chose sur cette prélogie, c'est que Jake Lloyd était le pire choix possible pour incarner le jeune Anakin. Le problème étant que c'est un petit garçon comme les autres, et que justement, ce n'est pas un petit garçon comme les autres. Il va devenir Dark Vador. Je ne pense pas qu'il aurait fallu modifier son texte, encore que... Are you an angel? Non, il fallait surtout prendre un bon enfant acteur. Une chose qui est loin d'être difficile à trouver aux États-Unis, et qui est d'autant plus nécessaire que Lucas dirigeant ses acteurs comme un pied, si on lui en donne de mauvais, ça ne risque pas de donner grand-chose. En tout cas ici, ça a donné ça. Hit the nose! It wasn't my fault. Really? Did you hear that? Well, 3PO, I've been freed, and I'm going away in a starship. I've been wondering, what are midi-chlorians? Ça me fait toujours penser au making-of de Aliens quand ils expliquent qu'ils ont passé des mois à faire passer des castings dans tous les États-Unis pour trouver une actrice enfant pour le rôle de Newt, parce que chaque actrice qu'ils rencontraient était tellement formatée pour jouer dans une publicité qu'à la fin de chaque réplique parfaitement articulée et sans vie, ils se tournaient vers la caméra pour faire un grand sourire. Jake Lloyd!
On va encore dire que je suis un enfoiré, que ça se fait pas de critiquer comme ça un enfant, mais c'est comme ça. S'il joue mal, il joue mal. Sans doute à cause de Lucas, mais il joue mal quand même. On ne va pas me dire que pousser un cri de joie soit si compliqué. Il n'a en vérité aucune autre ligne directrice que « je joue un petit garçon ». Il n'y a rien dans son interprétation qui laisse entendre quoi que ce soit d'autre comme personnalité que le fait qu'il soit un petit singe savant qui s'y connaît en pilotage et en mécanique. J'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre ce que ça a ajouté au personnage vu que ça n'est jamais utilisé par la suite. Vous allez me dire que je suis assez catégorique sur le rôle d'Anakin et que si je n'aime pas l'acteur qui l'interprète, il est assez surprenant que j'aime le film. Mais j'ai bien sûr réponse à tout. Le film n'est pas encore centré sur Anakin. Les vrais héros de l'épisode 1 sont Qui-Gon et la reine Amidala. En effet, je le rappelle, au sens antique, ce sont les personnages qui prennent des décisions qui sont les héros du récit. Et ce sont les deux seuls qui en prennent. Le fait qu'Anakin soit mal interprété est donc assez peu important car comme Jar Jar, il n'occupe pas l'écran suffisamment longtemps pour être irritant. À moins bien sûr que vous n'ayez aucune patience. Concernant Hayden Christensen en revanche, je ne serais pas aussi catégorique. J'avoue que je ne voyais pas vraiment un petit minet blond coiffé comme un chanteur de One Direction sous le masque, mais là aussi, je suis prêt à l'accepter. Je n'ai quasiment rien à lui reprocher dans le 3e épisode, son interprétation sans mériter un Oscar est tout à fait correcte. C'est plutôt dans l'épisode 2 qu'il pose problème. Son jeu est plus que maladroit, exagéré et imparfait. Un peu comme celui de Natalie Portman d'ailleurs. C'est amusant de voir que Christensen, qui n'a jamais vraiment eu l'occasion de se racheter, se fait allumer comme un des pires acteurs hollywoodiens, alors que sa partenaire est désormais une telle référence que l'on se demande si c'est bien elle qui joue dans les premiers épisodes. Ce qui est d'autant plus difficile à déterminer que c'est bien plus souvent Keira Knightley qui est sous le costume de la reine que Natalie Portman dans le premier volet. Ce que je veux dire en m'écartant un peu du sujet, c'est que plus que les talents des acteurs, qui sont tous les deux bons, c'est d'abord la direction de Lucas et ce qui leur sert comme texte qui pose problème. Et si leur jeu s'étant amélioré dans l'épisode 3, c'est sûrement plus dû à leur travail personnel qu'à l'implication de George. Franchement, je suis le premier à me moquer de leur jeu, mais comment voulez-vous jouer un texte pareil autrement? I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Tout le problème de la romance entre Anakin et Padmé, cela dit, est qu'il s'agit ici d'une romance entre adolescents. En ce sens d'ailleurs, le casting de Natalie Portman dès l'épisode 1, même si elle est pas bien grande, est un sacré problème. Si on ne porte pas bien attention au dialogue de l'épisode 2, même pas au premier, impossible de savoir que la reine Amidala avait seulement 14 ans. Rien dans son jeu ne pourrait nous le dire et aucun personnage n'en fait mention. Du coup, beaucoup pensent que lorsqu'Anakin la drague à 18 ans, c'est une femme plus mature, d'une trentaine d'années qui cède à ses avances sirupeuses. Alors qu'en fait, elle a à peine 24 ans et que surprotégée comme elle a été privée d'adolescence et vit aujourd'hui ses amours boutonneux. Il faut être honnête, on a tous eu cette réaction d'amoureux transi, persuadé d'avoir trouvé l'âme sœur du premier coup et que ça va durer toute la vie, et si pour certains d'entre nous ça a pu marcher, les autres se sont vite rendus compte qu'ils s'étaient un petit peu emportés. Et en fin de compte, c'est ça qu'on voit dans l'Attaque des clones. Deux jeunes gens qui se laissent emporter par leurs sentiments et qui hésitent entre l'envie de se laisser porter par leur fougue ou le poids de leur responsabilité d'adulte. L'une est quand même sénatrice prenant des décisions pour toute une galaxie, l'autre en est le protecteur, le gardien des institutions, de la paix et de la justice. Leurs dialogues font faux parce qu'ils sont pompeux et théâtraux, mais si on imagine la discussion entre deux ados portés par leur amour mais qui vivent une vie d'adultes et sont très savants et sages, on tombera forcément sur quelque chose de ce genre. C'est ainsi qu'ils s'échappent, c'est ainsi qu'ils se protègent de toutes leurs responsabilités, en se réfugiant dans leur passion d'adolescent, ce qui les mènera à leur perte. Donc, bien que cette romance cucu soit énervante, elle est en fait justifiée et c'est principalement une erreur de casting dans le premier film qui rend tout cela assez bancal. Et on se retrouve encore une fois face à une réalité indéniable.